Ça va? Ça va? Bien, mon ami. Hey, quand j'ai vu que c'était toi, là, je suis comme, what? Cette semaine, un invité un peu spécial. Vous l'avez vu peut-être ici et là ces dernières années. Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Justin, bienvenue à Discussion de salon. Très content d'y être. Bien, on est content que tu sois là aussi. Ça fait presque une vingtaine d'années qu'on se connaît. Et tu as conservé, je te donne ça, ton enthousiasme d'antan, ta candeur, ta spontanéité, ta gentillesse. Est-ce que ça use pas un peu plus que ça, le poste de premier ministre? Tu n'as même pas de cheveux blancs. Ça doit pas rendre jaloux, certains. Bien, il faut comprendre que quand mon père était premier ministre, on se promenait un peu partout au pays, partout au Québec, et les gens venaient nous voir, venaient me voir pour dire toute ma vie, pour comment l'impact positif ou l'impact que mon père a eu dans leur vie. T'sais, j'ai compris un peu c'était quoi être dans la vie publique, mais en même temps être soi-même, parce que je l'ai toujours été. Alors pour moi, être premier ministre ou pas être premier ministre, je reste la personne que je suis, puis j'espère que ça paraît. Tu as eu un coaching d'enfance. J'ai eu l'expérience de c'est quoi être dans la vie publique, et donc j'ai pu me développer en tant qu'individu malgré le public, mais aussi à cause du public, à cause des gens que j'ai rencontrés. Toute ma vie, quand je rencontrais des gens, t'es le fils de l'autre. Puis là, tout à coup, non, je sais, mais on parlait pas de sport, on parlait pas de ce qui était dans les nouvelles, on parlait de notre pays, on parlait des grandes choses, on parlait de politique. Et j'ai eu, dès un jeune âge, un sens de comment les gens pensent de leur communauté, leur société, leur pays, leur avenir. J'ai eu une vie pleine de belles conversations. Même à l'étranger, parce que ton père vous amenait souvent, en fait, visiter une tonne de pays, une tonne de dirigeants. Tu as des souvenirs de ça, c'est certain. Bien des opportunités de voir comment on est chanceux au Canada, là, où les gens disent, oui, t'es chanceux d'avoir été né fils d'un premier ministre. Je dis oui, mais l'affaire la plus chanceuse que j'ai eue de ma vie, j'étais plus chanceux que 99,5% de la planète, juste parce que je suis Canadien. Tu parlais de ton père. Si tu regardais encore aujourd'hui comme premier ministre, un mot qui viendrait à l'esprit, d'après toi, ce serait quoi? Je pense qu'il serait content de voir que la job de premier ministre aujourd'hui, c'est très différent de la job de ce qu'il y avait. C'est une approche, un style complètement différent que j'ai, mais les valeurs et les principes sont pareils. Tu te rassembles de bon monde autour de toi, tu travailles extrêmement fort, tu écoutes, tu fais confiance aux gens, aux électeurs. Tu cherches pas à donner des réponses simples à des problèmes complexes. Tu traites les gens comme des adultes intelligents et ils vont te répondre comme ça. Je pense qu'il serait content de voir que ça dure, même s'il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que son côté père ne serait pas un peu inquiet? C'est dur, la politique, quand même. Puis je pense qu'il vous a jamais encouragé très fortement à aller dans l'arène. Il nous a toujours encouragés de trouver notre propre voie et d'être... Tu sais, quand je suis devenu enseignant, par exemple, il était tellement fier parce que c'était quelque chose qui était vraiment à moi. Et là, si on lui disait, oui, il va devenir premier ministre, mon père serait inquiet parce que il savait comment c'était pour lui. Exact. Mais s'il m'avait vu, il me voit dans mon parcours, le fait que j'ai fait ça de façon tellement différente de mon père. Moi, c'est le travail de terrain, c'est la campagne, c'est la connexion avec les gens. Tu es rentré beaucoup plus jeune que lui aussi. Plus jeune, mais aussi d'une différente façon. J'ai dû gagner une investiture, j'ai dû vraiment rester ancré dans le terrain, dans Papineau et ailleurs. C'était une autre façon de faire qui était tout à fait la mienne. Il serait rassuré de savoir que, oui, je fais peut-être la même job, mais je la fais d'une façon complètement authentique à moi. Les sondages sont plus difficiles depuis un mois et demi peut-être. Ce qui nous ramène à l'affaire de SNC-Lavalin. Quelle est
ta vraie vérité, pour paraphraser ton ancienne ministre? Ben, écoute... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Ben, il y a eu une différence de perspective, différence d'opinion importante entre moi et l'ancienne procureure générale. Moi, je trouvais que c'était important de penser aux conséquences que ça aurait sur bien des gens de voir des problèmes à SNC-Lavalin. Elle trouvait que on ne devrait pas s'en préoccuper et que je ne devrais même pas lui en parler. J'ai dit, ben non, c'est ma job de m'assurer que je suis en train de protéger les Canadiens. Tu n'as pas franchi la ligne? Non, on n'a pas franchi la ligne, mais je crois aussi qu'elle pense que j'ai franchi une ligne. Je n'ai pas franchi une ligne. Je comprends tout à fait la perception. Et quand on a des différends à l'interne, c'est toujours compliqué en politique et c'est devenu une grande affaire, mais en même temps, on a passé au travers. Moi, d'avoir une équipe avec des perspectives diverses, c'est super important. La diversité en politique, en tout, c'est important. Oui, oui. Et d'avoir plein de gens en désaccord, je pense que ça fait de nous un meilleur gouvernement. Mais à un moment donné, il faut quand même rester équipe. Là, et même si elle était d'accord avec nous sur la réconciliation, sur l'environnement, sur l'économie, le fait qu'il y ait un différend qu'elle ne pouvait pas passer au-delà de ce point-là, j'ai dit, écoute, à un moment donné, tu es dans l'équipe, tu ne l'es pas. Elle ne voulait plus être dans l'équipe, ça paraissait. Donc, on a dit, OK, on fait notre propre chemin. Si on reste sur le terrain de l'environnement, la question du pipeline, qui a fait controverse, qui va vous coller tant qu'à moi à la peau encore pendant un bout de temps. Comment tu réconcilies ça avec cette volonté-là de devenir un leader environnemental? Bien, c'est de comprendre que oui, on doit transformer nos communautés, notre pays, notre économie. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Actuellement... Est-ce qu'on a le temps d'attendre pour ça? Est-ce que cet argent-là n'aurait pas dû être investi justement dans la transition énergétique? Mais il est en train d'être investi. Le gros problème maintenant, c'est qu'on est en train de perdre des centaines de milliards de dollars par année, quasiment, des dizaines de milliards de dollars par année, parce qu'on ne vend notre pétrole qu'aux États-Unis. À 99 % le pétrole de l'Alberta va aux États-Unis. Et donc, ils nous donnent un rabais qui nous coûte énormément cher. C'est de l'argent qu'on pourrait être en train d'investir dans la transformation de notre économie. Si on crée un pipeline, un oléoduc qui est la façon la plus sécure, on sait, pétrole par train, pétrole par camion, c'est beaucoup moins sécure. Un pipeline moderne qui rentre à l'intérieur de notre plan pour atteindre nos cibles. C'est plus sécuritaire. Oui, ça a toujours été plus sécuritaire. Là. Ouais, parle aux gens du lac Mégantic, voir si le pétrole par train, c'est pas plus dangereux. C'est une bonne façon d'exporter notre pétrole. On veut passer au-delà de notre dépendance sur le pétrole, mais ça va prendre quelques années. Et entre-temps, les partenariats avec les communautés autochtones qui veulent cet oléoduc, qui veulent ce développement énergétique, pour nous, c'est d'être responsable. Mais je comprends tout à fait les gens qui veulent qu'on aille plus vite. Le problème politique qu'on a maintenant, c'est que notre parti d'opposition, les conservateurs qui sont forts au Québec, qui sont forts à travers, eux, là, ils veulent juste des pipelines partout. Ils veulent rien faire pour contrer l'environnement et ils vont quand même aller chercher des sièges au Québec, des sièges partout, même avec leur refus de faire quoi que ce soit pour l'environnement. Qu'est-ce que tu penses du consensus scientifique, quand même assez bien établi, à l'effet qu'on a 2-3 ans à l'échelle planétaire pour donner un coup de barre, pour éviter la catastrophe? On a 12 ans, selon les études, 11 ans maintenant, pour y arriver au 1,5. Mais à l'intérieur de ça, il faut qu'on aille le plus vite possible. On ne peut pas attendre plus que ça. C'est pour ça qu'on a mis un prix sur la pollution à travers le pays. On a dit, polluer, il faut que vous payiez pour ça. Et ça, le Québec fait ça depuis 10 ans déjà. Les conservateurs veulent revenir en arrière. Ils veulent permettre à l'Ontario de polluer de façon gratuite. Nous, on a dit non, on va mettre un prix sur la pollution à travers le pays et ça va changer notre façon de consommer, changer notre façon de pouvoir bâtir une économie meilleure. Encore une fois, les conservateurs ne comprennent pas que pour avoir un plan pour l'économie, il faut avoir un plan pour l'environnement. Plusieurs critiques, notamment au Québec, pas surtout, mais te reprochent encore moins quand même un peu, d'être surtout quelqu'un de forme. Hein.
les selfies, les déguisements et tout. Il y en a moins de déguisements d'ailleurs depuis les Indes, est-ce que je me trompe? Oui, non, écoute, mais j'ai toujours été proche de différentes communautés culturelles et quand je me retrouve dans ces communautés-là, souvent je mettais des habits traditionnels qui m'avaient offert. Mais comment tu t'acceptes ces critiques-là? Je trouve ça très drôle. Ouais, parce que dans 4 ans, là, on a tellement fait pour l'économie canadienne. On était à un plus bas taux de chômage depuis 40 ans. On a créé 900 000 nouveaux emplois à travers le pays. On a vu 825 000 personnes sorties de la pauvreté, dont 300 000 enfants à cause de l'allocation canadienne aux enfants. On a investi dans des infrastructures. On a livré sur des accords commerciaux, y compris de protéger notre accord avec les États-Unis à un moment de protectionnisme extrême sous Donald Trump. On a fait énormément. Alors, si les gens pensent que oui, c'est juste des selfies, c'est les mêmes attaques que Stephen Harper faisait, que « Ah non, il n'y a rien que des beaux cheveux, là. » C'est niaiseux parce que ce qu'on est en train de livrer de façon concrète pour les Canadiens est en train de faire une vraie différence dans la vie des gens. Tu as ouvert la porte, Donald Trump. Ce qu'on fait avec lui. Comment tu gères ça? Justin Trudeau qui rencontre... Pas créer des incidents diplomatiques au métro, mais c'est comme cas particulier. Ton père a Richard Nixon, mais je pense que c'était de la petite bière versus Trump. Écoute, c'est sûr qu'avec moi et Donald, on est en désaccord pas mal profond sur pas mal de choses, mais en même temps, on est tellement interreliés, Américains et Canadiens, dans notre économie, dans notre croissance, qu'on doit travailler ensemble. Et il y a bien des enjeux, que ce soit en termes de sécurité, de la planète, contre le terrorisme, que ce soit au niveau de la croissance économique. On est bien alliés, puis on peut travailler ensemble. Moi, ce que les gens... Tu sens le respect de son côté aussi? Oui. C'est sûr que... C'est Trump, là. Oui, il a sa façon de faire, mais moi, les Canadiens s'attendent à 2 choses de moi. Que je continue d'être ferme sur nos valeurs, nos priorités, et que je sois pro-environnement, puis protection des LGBT, et tout ça, même si Donald ne l'est pas. Mais en même temps, que j'arrive à avoir des relations constructives et ça nous a servi pour pouvoir régler le dossier de l'ALENA. On est en train de travailler encore sur le dossier de l'aluminium et de l'acier, sur la foresterie. Ça, c'est le genre de gars qui rend nerveux quand même quand tu es premier ministre du Canada, compte tenu de son influence et tout ça. Non? Écoute, quel que soit le président américain, le premier ministre canadien va devoir essayer d'avoir de bonnes relations avec lui. Tu as eu plus de fun avec Obama. Ben, j'ai eu du fun avec Obama pendant un an. Ça n'a pas duré si longtemps. Non, mais il y avait des enjeux sur lesquels on était très bien alignés, mais il y avait d'autres enjeux sur lesquels on n'a pas pu régler l'enjeu du bois d'œuvre, par exemple. Moi, ma job, c'est de défendre les Canadiens, les intérêts des Canadiens. Lui, sa job, c'est de défendre les intérêts des Américains. Alors, on a des jobs à faire. C'est sûr que si on arrive à s'entendre de façon cordiale, humaine, c'est bon pour les relations, mais lui va faire des choix pour lui, moi je vais faire des choix pour moi, et on va pouvoir, je vais pouvoir continuer de défendre les Américains, les intérêts des Canadiens contre les Américains. 2 dernières questions. Il y a une tendance très nette, je pense que tu vas être d'accord avec moi, du moins tu le diras, vers un populiste de droite qui est en train de gangréner l'Occident. Je pense que c'est assez clair, on le voit en Europe. On le voit au Brésil, on le voit un peu partout. Il y a une tendance très forte, pratiquement, je dirais peut-être pas irréversible pour tout de suite, mais qui est ultra puissante. On a vu avec Merkel en Allemagne ce qui s'est produit. Est-ce que tu ne crains pas d'être un peu la victime de cette tendance-là aux prochaines élections? Bien, c'est que, si on comprend la tendance, là, c'est basé énormément sur de l'anxiété. Les gens voient les transformations de l'économie, voient la technologie venir, voient l'immigration, voient des échanges commerciaux avec plus de pays, des emplois qui disparaissent et se sentent extrêmement anxieux. Les populistes, surtout de droite, offrent des solutions simples. Dire, OK, je vais tout régler ça, on va retourner en arrière, on va faire comme c'était avant. Make America Great Again, là, tu sais. Et ne vous inquiétez pas, je vais tout régler parce que je suis fort. Comment on lutte contre ça? Bien, attends, c'est qu'il prend un peu les gens pour des nonos. Ils essayent de proposer qu'il y a des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et il a passé en 2015. On voit que Stephen Harper essayait de miser sur la peur, sur l'islamophobie, sur plein de choses pour essayer de diviser les gens. Et on a dit non, on a un plan pour
alléger les inquiétudes. On a un plan pour bâtir des solutions qui vont fonctionner pour les gens. Et depuis 4 ans, on a pu démontrer ça, que ce soit les gens sortis de la pauvreté, que ce soit la croissance économique, que ce soit notre santé fiscale, que ce soit les échanges commerciaux. Le Canada va bien à cause de décisions responsables qu'on a prises. C'est sûr qu'il faut connecter avec les gens, mais il faut contrer cette approche basée sur la peur et l'ignorance des gens. Mais moi, j'ai été prof pendant longtemps et je le sais, si tu t'attends à très peu de tes étudiants, tu vas recevoir très peu. Mais si tu te dis, OK, je vais leur donner l'opportunité, je vais les traiter comme des êtres intelligents qui vont pouvoir répondre à ce que je fais, ça va fonctionner, puis c'est pareil en politique. Dernière question. Il y a 7 provinces actuellement qui sont devenues conservatrices, qui ont voté conservateur depuis ton mandat. Au Québec, on ne sait pas trop si la CAQ est si conservatrice que ça, mais en tout cas, on verra bien. Mais il y a nécessairement un projet de loi qui est discutable et ultra controversé, c'est le projet de loi 21 sur ce qu'on appelle la laïcité. On t'a déjà entendu un peu là-dessus, mais j'aimerais t'entendre encore un peu plus. Qu'est-ce que Justin Trudeau pense de ce projet de loi? Je pense qu'une des choses qui nous rend une société libre au Québec, au Canada, c'est qu'on défend les droits individuels. On défend les droits de l'individu d'aimer qu'il aime, de pratiquer leur propre religion, d'avoir leurs opinions, leurs expressions. C'est ça la liberté. Et je trouve que cette loi qui légitimise la discrimination contre les citoyens, parce qu'on comprend, ça commence avec l'État, mais là, si les entreprises voient que tu peux discriminer contre quelqu'un à cause de sa religion, que c'est accepté par l'État, ils vont faire ça. Ça va créer une discrimination et on ne peut pas prétendre qu'on est une société libre si on n'est pas en train de défendre les droits de tout le monde. Je te dis qu'il y a 65-70% des Québécois qui appuient actuellement ce projet de loi-là. Ben, on avait vu ça, on avait vu des chiffres pareils pour la Charte des valeurs de Mme Marois. Non, c'était dans le 60, c'était dans le 60 facilement. Au début, je comprends. Puis là que les gens ont compris que, oh non, attends, ça veut dire quelqu'un qui est immigrante pourrait perdre sa job avec cette Charte des valeurs, les gens étaient moins intéressés. Et je pense qu'on va voir comment le débat va se dérouler au Québec. J'ai confiance dans les Québécois, j'ai confiance. Est-ce que tu vas intervenir dans ce débat-là? Écoute, on va voir ce que les Québécois vont faire, mais j'ai énormément confiance dans les Québécois. Justin, c'est un plaisir de te recevoir. Écoute, il reste 4 mois avant l'élection, 4-5 mois maximum. Tu es encore au gouvernement. Tu auras peut-être un deuxième mandat. Dans l'intervalle, suivons ce que dit Harrison Ford. Go l'environnement pour nos enfants, pour tout le monde. Je pense que tu peux être un leader occidental là-dessus. Soit les pouvoirs, tu aurais l'appui de la population aussi. On te fait confiance à 100%. Si on veut poursuivre dans les Sunny Ways. Sunny Ways, on reste positif. On propose aux gens, on rassemble les gens. On ne cherche pas à faire peur, on ne cherche pas à diviser, mais on agit pour l'avenir, pour les générations futures. Un grand plaisir, mon ami. Tu reviens quand tu veux. Merci, Fred. Salut tout le monde. Justin Trudeau, premier ministre du Canada. À bientôt.